Je suis Tatiana Rejdakian, femme en chemin, mère dans la chair, astrologue par la voix du corps. J'ouvre des espaces pour t'aligner à ton chemin d'âme et faire don de ton trésor intime au monde. Bienvenue dans Mon cœur connaît le chemin, un podcast d'inspiration pour écouter ce qui palpite au creux de ton âme et oser suivre son appel. À travers des épisodes en solo ou avec des invités, ce sont des partages d'histoires authentiques, à cœur ouvert, des éclats d'intimité qui nous font toucher à l'universalité. Un lieu de passage pour faire mourir celle que tu croyais être et donner naissance à celle que tu as toujours été. Bonjour à toutes et bienvenue dans cet épisode tout spécial. J'ai le cœur tremblant de nous réunir, de vous réunir toutes, 5 femmes entre Canada, Belgique, France et Suisse qui se réunissent aujourd'hui pour parler de ce thème brûlant qu'est l'accouchement d'un livre. Et cet épisode, pour moi, je le vois vraiment comme une célébration du passage de l'invisible, de l'inspiration à la matière, du lien profond qui unit une femme à son œuvre. Et il est vraiment dédié à toutes celles qui sentent peut-être l'appel d'un livre naître au creux de leur ventre et qui peut-être hésitent encore à faire ce grand saut. Et ce que vous allez toutes partager aujourd'hui est vraiment un témoignage vivant de ce qu'est vraiment mettre au monde un livre. Et je vous ai chacune choisi comme si c'était une évidence que vous soyez toutes là, vraiment. Et je pense que ce qui nous réunit toutes est cette connexion à quelque chose de beaucoup plus grand que nous, tout en ayant les pieds bien ancrés sur la terre. Et je vous avais posé en introduction cette question-là qui est vraiment de si c'était la dernière fois que vous pouviez vous exprimer, qu'est-ce que vous auriez envie de dire, qu'est-ce qui brûle au creux de votre ventre que vous avez envie de partager par rapport à ce thème. Donc voilà où on va partir. Et donc j'ai la première question, ça va être assez simple, c'est simplement je vais vous inviter chacune à peut-être dire qui vous êtes et quels sont les livres que vous avez mis au monde. Alors, c'est un bonheur d'être ici. Moi, je suis du Canada et j'ai fondé M comme Muse il y a maintenant 15 ans. Puis mon livre, c'est Créer le meilleur de soi, qui est apparu aux éditions Druide en 2017. Et j'ai envie de dire avec un clin d'œil, je suis enceinte de mon deuxième livre. Je suis en train de travailler sur mon deuxième livre. Bien, bonjour, moi je suis en Normandie. J'ai écrit 6 livres, différents supports. Un livre qui s'appelle Sensible et alors, qui est un témoignage avec des propositions de pratique, 2 oracles, le ventre des femmes et les arbres messagers. Et les 3 autres ouvrages sont auto-édités. Il y a 2 recueils de poèmes qui sont très confidentiels, à tout petit tirage, La rencontre et La poésie du chemin. Et un livre pour enfants qu'on a auto-édité avec une campagne Ulule et une illustratrice qui s'appelle Je me demande pourquoi. Et qui va peut-être sortir aussi dans une maison d'édition. C'est en cours de discussion. Moi, c'est Zoé, je suis de la Suisse. Et puis, alors, j'ai un premier livre pour enfants qui vient de sortir en auto-édition. Je l'ai pas là à présenter visuellement, mais c'est un livre qui raconte l'histoire de 2 personnages créés à partir de légumes, de photos de légumes, qui s'animent en fait pour partir à l'aventure de la vie. Bibo et Jaya. Ils ont leur petite sœur ou leur grande sœur plutôt qui est en train d'arriver. J'ai déjà l'histoire qu'elle a, mais j'ai pas encore le visuel. On reviendra sans doute sur ce thème plus tard. Et j'ai aussi un oracle qui transmet les messages autour des fruits et légumes de saison, qui est quasiment fini. Et du coup, là, je cherche à l'éditer. Et j'ai un manuscrit qui vient d'éclore. Voilà, c'est assez autobiographique. Et les mots me manquent pour en parler. Ça se stresse dans ma gorge. Donc, à suivre. Donc, je suis Hélène Gadouri, je suis photographe et photothérapeute autour de l'amour de soi, donc j'accompagne principalement des femmes. Et moi, je vais certainement vous parler de ce livre-là qui est Filles de la Terre, un chemin vers nos saisons intérieures,
qui est un livre que j'ai fait en financement participatif, donc que j'ai auto-édité, et qui fait le lien entre le cycle menstruel, le cycle des saisons, les 4 éléments, les 4 âges de la vie d'une femme. Voilà, c'est un livre d'art du coup avec principalement des photos, mais aussi de la poésie et de l'aquarelle. Et voilà, et c'est le seul livre que j'ai fait qui date de 2021 maintenant. Et aujourd'hui, je prépare un projet, mais qui va pas être un livre, qui va être de la vidéo principalement, qui sera une série de témoignages de femmes autour de l'amour d'elles-mêmes. Donc c'est pas vraiment un livre, mais je vais aussi certainement passer par du financement participatif. Donc voilà, c'est aussi un gros projet. Amanda Kleb Kremel, je suis autrice principalement à l'origine, et donc j'écris beaucoup de livres. Alors comme beaucoup qui écouteront ce podcast, ou comme sûrement vous aussi, parmi tous ceux écrits, il y en a beaucoup dans les tiroirs, et quelques-uns publiés. Donc c'est toujours étrange quand on me demande le nombre de livres que j'écris, parce que ceux qui sont publiés, c'est peut-être la pointe de l'iceberg, hein, on le sait bien. Mais du coup, en livres publiés, je ne sais plus exactement combien j'en ai, mais j'en ai 6 ou 7 aussi. Et un oracle qui va sortir là au mois d'août, l'oracle de la lumière christique. Mon dernier va aussi être republié et sortir cet automne, le lieu secret, autour de la lune noire, de l'initiation christique. Et puis d'autres ouvrages, toujours autour de la quête de sens et la spiritualité, autour des mystères de l'âme et de la foi. C'est beau de voir tous ces thèmes, tous ces livres danser ensemble dans cet espace. Et j'ai envie de vous poser cette question maintenant de comment est venue l'inspiration de ce livre. Et justement, le fil rouge de cette saison du podcast, c'est la rencontre. Et du coup, est-ce que vous pourriez nous parler de la rencontre avec ce livre? Et est-ce que vous avez eu la sensation peut-être qu'une force plus grande vous accompagnait? Et je vais passer la parole à Hélène. Je sentais que ça allait être pour moi. En fait, en 2020 et en 2021, j'ai fait beaucoup de reportages de retraite de femmes, et donc je me suis reconnectée à mon cycle menstruel. J'ai fait des roues aussi avec nommer les symptômes, les signes, etc. que j'avais. Et puis, et donc je voyais qu'il y avait des livres où on abordait ça, mais on abordait ça de façon théorique. Et puis j'avais toutes ces photos qui étaient comme autour de moi, que je créais, que je portais, que je publiais, etc. Et puis à un moment donné, c'était en décembre 2020, j'ai eu comme ça cette idée qui est sortie de je ne sais où. Enfin vraiment, je saurais pas trop dire, mais elle m'est comme tombée dessus. Et du coup, elle m'a pas lâchée. J'ai senti très vite que c'était une idée qu'il fallait que j'amène au bout, et que je peux avoir plein d'idées, mais que celle-ci, il fallait que je la concrétise. Et en fait, j'ai mis 1 an à peu près jusqu'au financement participatif, entre l'idée, la concrétisation, les premières idées, les ébauches, etc., pour pouvoir vraiment de passer de l'idée à la matière réelle, et d'avoir vraiment le livre final dans mes mains, le financement. Donc voilà, je dirais que l'idée m'a trouvée plus que je n'ai trouvé l'idée. Si je peux me permettre, pour ma part, mon premier livre, on dirait que c'était comme l'aboutissement de 7 ans de travail. Tu sais, j'avais envie de transposer dans la matière justement ce que je vivais à travers les ateliers, à travers la communauté, tu sais, qui rallie autour de M comme muse, où on utilise la création comme outil ou au service de cette connexion-là à soi, puis du bien-être. Et j'ai vraiment eu l'impression, tu sais, que c'était arrivé, puis de le porter dans mon ventre. Mes enfants étaient quand même jeunes à l'époque, donc ça s'est intégré dans ma vie de famille, comme vraiment un processus d'une grossesse. Puis ça, c'était 2016, 2017. Là, on est en
25, mes enfants ont grandi. Je suis à l'aube, tu sais, de la ménopause, puis je sens que je peux pas le porter de la même façon, le deuxième livre, tu sais. Puis je sens vraiment un lien avec la fertilité d'une femme. Puis ça me fait étrange, tu sais, de parler de ça, parce que je l'avais jamais mis en mots ailleurs qu'avant. Mais je me dis, il y a comme un rite de passage qui est là. Puis autant moi, m'approprier ce que je vis en tant que maman, en tant que femme. J'en ai un qui est parti de la maison, tu sais, il va avoir 22 ans. Donc, porter ce projet-là, je le porte pas à la même place. Puis ça se passe pas de la même façon, et je trouve ça vraiment fascinant puis intéressant. Sauf que le message, le pourquoi arrive des racines quand même, les deux. Là, tu sais, le premier livre puis l'autre, c'est un rugissement, tu sais, de dire en quoi je crois, tu sais, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre. Puis mon éditrice me disait, Manon, si t'as un seul dernier livre à publier, qu'est-ce que t'as à dire? Fait que ça vient vraiment de ça. Sauf que de porter l'énergie du livre, je me rends compte, tu sais, puis c'est avec une grande candeur, tu sais, que je me dis, OK, c'est plus à la même place à l'intérieur de moi physiquement. Puis peut-être ça peut avoir l'air un peu, je sais pas, étrange, mais c'est comme ça que je le vis. Fait que je me dis, ça m'aide aussi à traverser ce que je vis dans ce nouveau chapitre de vie sous toutes ses formes. J'ai envie de rebondir sur ce qu'a dit Manon, parce que ça me touche, cette notion vraiment que on porte un livre comme on porte un enfant, parce que pour certains de mes livres, c'est vraiment la sensation que j'ai eue, et ceux-là d'ailleurs ont mis exactement 9 mois à être créés, puis ensuite 9 mois à être édités, donc c'était assez drôle. Et aussi j'ai envie de rebondir sur ce que tu dis Manon, pour partager le fait que c'est pour moi différent à chaque livre. Le premier livre, c'est assez rare, on m'a demandé de l'écrire. Donc j'ai eu cette chance parce que j'ai toujours voulu écrire en me réfrénant. Et on m'a trouvé pour dire, on veut écrire un livre sur ce thème, on a pensé à toi. J'étais là, mais pas du tout. Et il a fallu que je me franchisse l'autorisation de donner vie à ce livre-là. Pour les autres, ça a été complètement différent. Par exemple, pour Le ventre des femmes, c'est le titre qui était là, mais je savais pas ce que c'était. Je savais même pas si c'était un livre, un oracle, et ça a mis du temps avant d'être sous la forme d'un oracle. Et à l'inverse, si je donne un dernier exemple, le recueil de poésie, c'était pas une envie de partager le livre qui m'a habité, c'est une envie d'écrire. Et après, il y a eu toute cette matière qui a fait sens, mais qui a fait sens a posteriori. Je trouve ça assez intéressant de voir que chaque livre vient nous trouver effectivement à différents endroits de notre conscience, à différents endroits de notre corps, et viennent apporter des choses totalement différentes à chaque fois. Alors, moi, c'est rigolo, c'était vraiment... En fait, je pense que depuis très longtemps, j'avais cette intuition qu'un jour, je ferais un livre pour enfants. J'avais l'envie de faire un oracle, j'avais un peu ce rêve secret d'écrire un livre, etc. Mais c'était vraiment un petit peu caché dans un coin de ma tête, je n'osais pas beaucoup y penser. Jusqu'à ce qu'il y ait mon oracle, en fait, qui commençait à prendre forme. Ça veut dire que je commençais à composer des choses avec des légumes. Et puis, en composant, j'avais des messages qui m'arrivaient en parallèle. Et c'est là que je me suis dit, ah bah tiens, en fait, c'est mon oracle là qui est en train de se créer. Donc c'est un petit peu comme Hélène, tu disais, c'est lui qui m'a trouvée. Et puis, il a inspiré la naissance aussi de Bibo et Jaya. Ça, c'est le livre pour enfants. Et puis, c'était en janvier. Je crois qu'un matin, je me suis réveillée et il fallait que je le fasse. C'est vraiment arrivé comme ça, comme une fulgurance. C'était l'heure. Et je me suis assise, vraiment, c'était OK, bah, qu'est-ce que je fais? Comment je le fais? Et là, j'ai compris qu'en fait, j'allais réutiliser des parties des photos que j'avais prises avec les légumes pour la composition, enfin, les compositions que j'avais faites avec les légumes, et que j'allais les animer. Et alors voilà. Et en fait, on a vraiment commencé à me transmettre les voix des personnages, et puis j'avais qu'à le faire, et ça s'est vraiment fait hyper rapidement. L'intention avec Bibo et Jaya, c'était vraiment que ça soit dans la matière. C'était plus j'ai plein d'idées, j'ai plein de rêves et ça reste là-haut. C'était celui-là, il va se matérialiser. Donc en janvier, ça a commencé, et en mars, il était auto-édité. Donc ça a été vraiment très très vite. Et j'ai le deuxième par contre qui est où là je dois traverser des résistances.
Mais c'est aussi intéressant de voir la différence, encore une fois, des différentes choses. Peut-être que le premier a été tellement vite que j'ai pas eu le temps de me poser des questions. Puis pour le deuxième, il y a une attente, une pression qui revient aussi. Et en fait, à force d'être dans ce processus de création de livres, je pense qu'il y a le nouveau là qui a toqué à la porte. Oh, moi aussi j'ai envie de dire quelque chose, mais juste à travers les mots, au-delà des créations visuelles. Donc chaque fois aussi vraiment des choses différentes et puis complètement guidées par plus grand, quoi. C'est pas lève-toi et marche, mais c'est assieds-toi et dépose. J'ai cette phrase qui m'est revenue pendant que tu parlais, Zoé. Et c'est chouette en fait comme invitation de réfléchir autour des livres, parce que on prend pas forcément ce recul sur le pourquoi écrire. On se laisse effectivement traverser par des choses qui veulent naître, mais voilà, ce recul est intéressant, et ça m'a ramené en fait à la phrase qui a guidé très tôt ma relation amoureuse à l'écriture. L'écriture m'a sauvé la vie, littéralement. Je ne serais pas là, je pense, sans elle. Et c'est une très grande et très belle rencontre avec mon professeur de lettres, de français, qui, adolescente, m'a vraiment sauvée au travers de l'écriture. Il y avait cette phrase qui était comme ma bouée de sauvetage, ma respiration, qui transmet vraiment très simplement et très brusquement ce que c'est pour moi le rapport à l'écriture. Et tu me ramènes à tout ça, donc je te remercie, Tatiana. C'est cette phrase de Duras, Marguerite Duras, qui dit « Écrire, c'est hurler sans bruit ». C'est pour ça que j'ai commencé à écrire. Et merci de me reconnecter à cette phrase qui s'était éloignée, parce que pour moi l'écriture, c'est dans mon expérience, c'est ça. Et je regrette parfois que l'écriture soit devenue plus un support de vente qu'un cri, parce qu'aujourd'hui tout le monde écrit des livres, tout le monde a accès à ça, et en soi c'est une très belle chose, parce que tout le monde a quelque chose à dire. Et c'est très important j'adore, par exemple, j'adore, c'est quelque chose que je pourrais même faire. J'adore ce métier qui a été créé il n'y a pas très longtemps, je crois. Je ne sais plus le nom, peut-être l'une d'entre vous le connaît, de ceux qui vont au chevet des personnes en fin de vie et qui rédigent leur histoire. Biographe, je ne sais plus comment c'est. Et j'ai récemment eu cette expérience avec une amie qui partait, et elle m'a dit qu'il y a cette personne qui est venue lui proposer d'écrire ça, et j'étais tellement heureuse, tellement en gratitude que ça existe, parce que tous et toutes nous avons tellement de choses à partager. Moi je suis fascinée par la vie des gens, par l'intime des gens. J'ai commencé à dévorer toute la littérature adolescente. Je m'étais jurée de ne lire aucun livre contemporain avant d'avoir lu toute la littérature classique. Ça n'a pas marché, mais c'était mon projet. Mais voilà, les biographies, je crois que ce qui m'a toujours fascinée, oui, c'est l'intime des gens. Et comment cet intime touche à l'universel. Et donc voilà, ce métier parce qu'on voit ces personnes dans ces espaces dans ces hôpitaux, on voit ces personnes en fin de vie qui ont l'air complètement anonymes, qui ont l'air juste d'une personne, et puis quand tu touches à leur histoire, mais c'est la personne la plus fascinante qui soit, c'est un mystère vivant. Donc oui, je crois profondément que tous et toutes, nous avons beaucoup de choses à partager. Mais de là à publier des livres, voilà, il y a une marge qui est un peu floue aujourd'hui. Je sens. Ça fait partie de notre société qui va un peu à la dérive par rapport à la surconsommation. Hier, j'ai encore trié mes livres à fond en me disant mais j'en ai trop, parce que j'adore les livres. Mais voilà, il y a un danger aussi avec publier à tout prix. Alors qu'en fait, ce qu'on veut, c'est être lu, mais par qui ? Peut-être c'est, comme tu le partageais Manon, peut-être c'est des ouvrages intimes pour un cercle intime.
Je crois qu'on confond souvent la publication d'un livre avec la reconnaissance publique. Et ça nous dérive de l'intention originelle. Ça nous dérive de ce hurler sans bruit, qui pour ma part était la porte d'entrée. Et dernière petite note, parce qu'on est nombreux, je ne vais pas prendre trop d'espace, mais juste avant de monter, je parlais du thème de ce qu'on allait échanger avec ma belle-fille. Et elle me dit, ah oui, moi je vais te parler du livre que j'écris. J'ai dit, j'en parlerai avec toi si ChatGPT ne participe pas à l'écriture de ce livre. Et je lui dis, voilà, on est à une autre époque. C'est clair que les règles changent. On ne peut pas être tout le temps nostalgique du passé. Mais l'écriture, c'est une rencontre avec soi d'abord. C'est vraiment une rencontre dans l'intime de soi et se connaître en tant qu'autrice, savoir quel est ce message, comme tu le nommais, Tatiana. Si on n'avait plus qu'une chose à dire, quelle serait-elle? Et comme tu l'as dit, Manon Lavoie, j'adore cette question de ton éditrice. Si tu n'avais qu'un livre à écrire, lequel serait-il? Cette question est si importante, en fait. Pour pas justement commencer à faire des modes d'emploi dans tous les sens. On est à l'époque des modes d'emploi, hein, et c'est le piège dans lequel on tombe tous et toutes facilement. Quelle est cette chose que je veux hurler et qui va bouleverser et toucher les cœurs? Et voilà, c'est quand tu as posé cette question d'entrée, Tatiana, s'il y avait une seule chose à dire, c'est vraiment ce cri qui est venu dans ma poitrine. L'écriture, pour moi, c'est sacré. C'est vraiment un temple. Et j'aimerais que malgré toutes les intelligences artificielles, les nouvelles générations puissent goûter à ça, parce que l'écriture c'est vraiment l'ange de Dieu. Hein. Elle peut nous sauver. Elle peut vraiment nous sauver. Merci à toutes pour vos partages. C'est super riche de voir comment tout se rebondit et justement ça fait le lien avec une question justement sur la place de l'intime. Et c'est beau parce que plusieurs d'entre vous ont mentionné aussi les brouillons, finalement, tous ces mots qui sont écrits, qui sont criés, qui sont dits, qui sont sortis de partout, qui parfois ne sortent pas, ne sont pas destinés forcément à être publiés. Et pourtant, il y en a certains où il y a quand même ce pas qui se fait. Et je voulais vous poser cette question-là de quelle a été la place justement de votre intime, de votre histoire intime dans ces ouvrages. Et j'ai... allez Zoé, est-ce que tu as envie de commencer? Je l'avais senti. Oui, ce qui me venait déjà là par rapport à l'intime, c'est que je pense qu'il y a vraiment plein d'espaces différents liés à l'intime. Et qu'à quelque part, les 3-4 ouvrages qui sont faits ou en cours me ramènent chacun à une partie intime de moi, mais de manière différente. Et en fait, je pense que le livre pour enfants, il est vraiment ce côté de mettre en matière et puis d'oser aller vers le monde avec le côté ludique, enfantin. Donc je parle de choses que j'ai envie de transmettre à travers ce livre, mais de manière pas cachée, mais voilà, où c'est vraiment d'un point de vue ludique. Donc ça me permet que cet intime que j'ai beaucoup de peine à transmettre, mais qui brûle d'envie d'être transmis, soit fait avec ce support à quelque part plus accessible aussi à un plus grand nombre. En tout cas, c'était l'envie. Et puis par contre, le livre, alors là, c'est vraiment l'intime qui sort, et je sais pas du tout où ça va aller, où il va aller. Je sens que ces mots doivent être déposés, et puis que c'est l'heure, et puis que ça me fait déjà du bien à moi en premier lieu, que ça a pris du sens de l'écrire encore seulement parce que je me suis dit, tiens, comment dire, le fait de me dire que ça pouvait être adressé à d'autres et inspiré d'autres m'a permis, en fait, ou m'a aidé à déposer ces mots, mais aucune idée vers qui ils iront, en fait, par la suite. Il y a ça. Ouais, c'est ça. Je peux continuer. Ça, ce que je remarque avec le pas de recul, mais même pendant le processus d'écriture, en tout cas du premier, puis c'est ce qui m'alimente pour le deuxième aussi. Il y a une chose que j'avais nommée, c'est je veux pas écrire un livre à tout prix,
à tout prix ou à n'importe quel prix. Publier pour publier, ça ne m'intéresse que dalle. Ce que je veux, c'est que ce soit vrai. Vrai en ce sens que je l'écrivais d'abord et avant tout pour les femmes qui faisaient déjà partie de mes ateliers, de mes retraites, donc de ma communauté, puis que je voulais qu'elles me reconnaissent, tu sais, qu'elles reconnaissent la voix, je veux dire, hein? Pas me reconnaître, mais dire, ah oui, c'est Manon, tu sais, ça n'a pas été, je sais pas, tu sais, comme déformé, tout ça pour être public, en tout cas. Puis c'était vraiment, vraiment, vraiment important. Puis, donc, j'ai choisi une maison d'édition. En fait, on s'est choisi, puis mon éditrice, c'est devenu une amie, tu sais, c'était important que ça reste la même voix. Fait que quand quelqu'un me rencontre en personne, il me dit « Ah, t'es la même que sur les réseaux sociaux. Ah, t'es la même qu'en atelier. » J'espère, oui, c'est moi. Fait que, donc, ah oui, quand je t'ai lu, je t'entendais, tu sais, ok, parfait. Puis j'ai même la version audio, donc il y a ma voix qui est là. Fait que ça, c'était hyper important. Fait que la même chose pour le deuxième, c'est cette question de fond. Tu crois en quoi, Manon? Qu'est-ce qui a besoin de passer à travers toi? Puis, petite parenthèse, mon livre venait de sortir. Un journaliste m'appelle puis me dit première question, à quand le deuxième? J'étais comme ah, pardon, mais je viens d'accoucher là, tu sais, comme à quand le deuxième bébé? On se calme là, tu sais. Est-ce qu'on peut prendre le temps tu sais, de vivre tout le processus? Et entre les deux, j'ai l'expression de ce qui passait à travers moi, qui avait besoin d'être transmis, c'était pas dans un livre, c'était prématuré. J'ai eu besoin de marcher ce chemin-là avec plein de femmes à travers les ateliers en ligne, tu sais, de le sentir, qu'on grandisse ensemble, puis que puis ma priorité à travers tout ça, c'est les miens, ma famille, ça grandit, fait que tu sais, ça fait en sorte que l'intime et tout est comme interrelié. Même chose pour les photos dans mon livre. J'en ai pas vraiment beaucoup fait pour le livre. Elles existaient déjà. Donc, tu sais, c'était comme des grandes célébrations quand le graphiste disait « Oui, ta photo que tu as pris par hasard de ta fille comme ça dans la forêt avec un rayon de soleil est assez de bonne qualité. » Je l'avais pris avec mon cellulaire. Là. Est assez de bonne qualité pour être pleine page. Je veux dire ça, là, pour moi, j'y repense encore. J'ai la chair de poule. C'était tu sais, du vrai. Fait qu'il y a des petits morceaux de nous là-dedans. Puis ça, c'était important pour moi. Fait que, tu sais, ça revient avec la notion d'intimité. S'il n'y a pas ça, je débarque, là, je vais aller faire autre chose. Tu sais, ça m'intéresse pas du tout, là. Fait que c'était vraiment essentiel et ça continue de l'être jusqu'au bout. Ouais, je veux bien rebondir. Je me sens bien en lien avec toi, Manon, là-dessus, parce que, en fait, alors sur plein d'aspects, il y a beaucoup d'intime, en fait, dans mon livre. Je me rends compte, déjà, c'est venu d'une auto-observation de mes cycles, d'une recherche personnelle où je peignais à l'aquarelle à chaque phase de mon cycle, etc. Mais j'ai aussi mis ma lignée maternelle dans ce livre. Donc, on est 4 femmes, ma sœur, ma mère, ma grand-mère et moi. Et on fait les 4 saisons, chacune, l'ouverture des 4 saisons. Donc, c'est aussi les 4 âges de la vie. Donc, j'ai intégré les femmes de ma famille à ce livre et c'était vraiment quelque chose de fort pour moi que j'ai fait un peu innocemment. Et puis, en fait, quand elles ont eu le livre dans les mains, ouais, voilà, elles ont pris la mesure de ce que ça voulait dire. Et puis, j'ai vu que ça avait beaucoup touché l'intime des femmes qui ont reçu ce livre, qui ont récupéré ce livre. Donc, je crois que je ne sais faire que de l'intime, en fait, et que je sais pas faire autrement, et que je sais faire que comme ça. Que aussi, cette période de ma vie, encore maintenant, a été beaucoup marquée par les cercles de parole, par les cercles de femmes, et que la vulnérabilité de l'autre m'aide à être vulnérable moi-même, et qu'il y a une interconnexion entre l'intime personnel et l'intime de l'autre.
Et puis dans ce livre, ce qui a été très intime aussi, c'est que les poésies que j'ai écrites, c'est des moments, et là je te rejoins pas mal Amala là-dessus, c'est que ça a été des moments où j'avais besoin d'écrire, parce que j'avais besoin d'extérioriser, j'avais besoin de mettre en mots pour faire sortir de moi, et que c'était tellement bouillonnant à l'intérieur de moi, ça avait tellement besoin de crier que voilà, c'est sorti, et que donc c'était important, et c'était un peu un aboutissement pour moi de pouvoir publier ce livre. Voilà, et puis en fait, dans le fait de cet intime a été aussi, enfin, en tout cas, l'évidence de l'auto-édition est venue parce que c'était très intime, parce que je voulais pouvoir aborder des sujets de la fin de vie, de la mort, de avoir des pages tout en noir sur fond noir. Enfin, en fait, j'avais envie d'avoir une liberté totale pour justement pouvoir comme voilà, laisser l'intime, le contenu être ce qu'il est, sans vouloir le modifier, sans vouloir adoucir des choses, ou sans vouloir modifier tout simplement ce qui était, le ressenti et les photos. Et il y a beaucoup de photos de nus aussi, donc ça a été aussi un choix. Et enfin, j'ai envie de vous partager un peu une anecdote pour finir sur ce sujet de l'intime avec ce livre. C'est que à la fin du financement participatif, donc au bout de plus de 40 jours, j'avais un stérilet au cuivre dans mon utérus, et en fait, le jour de la fin du financement participatif, je suis allée aux urgences parce que mon utérus expulsait le stérilet au cuivre. Donc c'était un peu fou, parce que l'accouchement du livre en tant que projet d'auto-édition, de financement, etc., a complètement coïncidé presque à l'heure près avec une expulsion de mon corps, et c'était assez bluffant. Voilà. Donc voilà, pour la petite anecdote du corps de créatif qui rencontre le corps dans la matière concrètement. Moi, je suis très, très touchée par cette question et je sens que j'ai le cœur qui bat à 100 000 à l'heure d'ouvrir ça. Et je trouve ça paradoxal, en fait. Si on écrit, c'est qu'on a fait de la place pour de l'intime, puisqu'on va être quand même pendant un certain temps qui est long, dans une solitude. Donc, avec soi, soit dans un miroir de mieux se connaître, de se comprendre, de traverser quelque chose, donc à l'intérieur de soi. Soit, moi, il y a d'autres livres que j'écris comme des prières, où c'est vraiment, je me sens juste connectée au divin. Dans les deux cas, c'est extrêmement intime. C'est des choses qu'on partage peu et qui peuvent être tabous. Donc, c'est extrêmement paradoxal de faire ce choix conscient de dédier du temps à ça, et ensuite de mettre au monde des choses publiquement. Donc, voilà ce que ça m'évoque en premier lieu. Et après, il y a autre chose qui, moi, me touche par rapport à cette question de l'intime. Je crois qu'on peut écrire quelque chose de vrai que si on met du personnel dedans. Je me suis beaucoup posé la question, j'en ai pas encore écrit des romans, mais je crois que même dans un roman, on fait un bon roman quand on a mis quelque chose de soi dedans. Et après, je suis une lectrice de l'intime. Une des premières autrices qui m'a extrêmement touchée quand j'étais ado, c'était toute la lecture d'Annie Ernaux, par exemple, qui parle du vécu au plus proche d'elle et de sa vie. Mais maintenant, avec un peu de recul et de questionnement sur tous ces sujets-là, je me dis, il y a intime et intime, dans le sens où, oui, l'écriture peut être une catharsis, on l'a évoqué, elle peut être un moyen de traverser des émotions. Et moi, aujourd'hui, je suis plus... C'est très personnel et je ne prétends pas que ce soit une vérité, mais je suis plus attirée par des livres où il y a de l'émotionnel dedans, où on cherche juste à m'emmener dans l'émotionnel. Et les livres qui me disent « Viens avec moi, comprends-moi » et absorbe une partie de ma peine, me touche, bien sûr, et je suis la première sensible et émue par ça. Mais il y a quelque chose qui est de l'ordre de non, continue de ta traversée jusqu'au bout. Oui, je vais te fournir de l'attention, de l'énergie pour que tu ailles jusqu'au bout, mais ça, c'est un soin. C'est pas forcément ce qu'aujourd'hui je recherche dans un livre. Donc, il y a une autre intime qui est difficile à trouver, et je prétends pas du tout l'avoir trouvé dans mes livres, ni dans chacun de mes livres, ni même dans l'entièreté du livre où c'était le plus présent. Mais en tout cas, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est d'aller dans un intime dépouillé, totalement, d'avoir traversé l'intime, de oui, m'être foutu à poil, oui, m'être vu dans un miroir, oui, avoir traversé tout ce qui me concerne, mais se rappeler que on est tous différents,
Donc, mon chemin n'est pas ton chemin. Ça n'a aucun sens que je t'emmène sur mon chemin et que je te fasse des bilans ou des témoignages de je. Ça, c'est mon personnage, ça m'intéresse pas. Par contre, si j'ai utilisé ma traversée pour aller toucher des nouveaux espaces en moi, pour ouvrir des portes, pour toucher des fréquences, ça, ok, ça va attirer qui ça attire, mais ça veut dire que ce territoire que j'ai ouvert pour moi, t'as envie d'aller l'explorer. Et donc, aujourd'hui, les livres qui me touchent, ils ont cette chose indicible de j'ai ouvert un territoire, c'est vrai, c'est pur, est-ce que tu veux aller là? Voilà, c'est cet intime-là par lequel je suis touchée quand je lis des livres, et il y a des livres qui ont cette intimité-là, qui sont très pudiques sur le vécu du personnage de la personne qui l'écrit. Donc, on peut faire des livres qui partent d'un intime, mais qui ne sont pas impudiques et qui ne sont pas juste du déballage sur la place publique, parce que ça, c'est facile, on peut prendre son téléphone, faire une story facecam et déballer sa vie. Je pense que tout le monde a accès à ça. Il n'y a pas besoin de ce temps long du livre. Si on se donne le temps long du livre, c'est qu'on va aller au bout d'un processus. J'ai envie de rebondir là-dessus. Parce que il faut revenir aussi dans cette idée d'effectivement cette question de l'intime. J'avais pas beaucoup de choses à dire là-dessus parce que je te rejoins assez bien, Manon, sur cette question-là. C'est pour ça que je parlais des différents publics de nos écritures. Si c'est pour partager juste notre ressenti personnel, nos enfants, ça les intéressera sûrement. Mais pourquoi à tout prix vouloir être publié dans ce cas-là? Mais je crois que c'est intéressant du coup, comme dans tout art, de s'interroger sur d'où ça vient et l'origine de l'écriture. Qui n'était pas du tout quelque chose d'intime, qui était un moyen de transmettre un héritage, soit spirituel, soit historique, soit de l'ordre de l'héritage culturel d'une nation pour ne pas être oublié. Et donc ça touchait de toute façon une dimension collective. Ça concernait parfois des personnes, mais c'était toujours dans une intention de passer la mémoire, en fait, à un autre groupe. Et je pense que c'est intéressant, effectivement, dans cet isolement de l'écriture que tu décris très bien maintenant, de vraiment se laisser traverser, c'est ce que tu posais un peu comme question, Tatiana, se laisser traverser pour que notre écriture, oui, elle va témoigner de notre vécu personnel, parce que notre prisme sera toujours un peu personnel, mais de comment l'écriture peut devenir une offrande plus large. Comment est-ce que mon livre peut pour ouvrir plus large, ouvrir au plus large. Et à l'origine de tout projet, moi, c'est toujours, que ce soit dans l'accompagnement théâtral ou de projets en général, j'en parlais avec mon mari qui fait de la musique, avant de se poser même la question du acquis, c'est quelle est mon intention profonde, quelle est cette intention qui me traverse et qui est plus grande que moi, qui fait que mon vécu personnel va peut-être rendre ce message plus proche du lecteur, mais que c'est pas une fin en soi. Que la fin en soi, c'est l'intention plus grande, parce que je crois que le devoir de tout auteur ou autrice, et quelle que soit d'ailleurs la finalité, que ce soit léger ou profond, mais c'est de se rendre canal et réceptacle de quelque chose de plus grand. Donc voilà, ces questions, je crois, elles doivent rester ouvertes. Mais cette question de sortir en fait de l'autocentrisme que tu soulèves, Manon, pour que le livre soit pas finalement presque impudique, et il peut l'être parfois, mais voilà, de se rappeler d'où on vient et pourquoi les livres étaient là. Et même si on n'est pas à la même époque et il ne va pas y avoir 40 scribes qui vont devoir y passer 1 an pour transcrire ce qui a été écrit, évidemment c'est une autre démarche, mais toujours dans cette même résonance avec ta question, Tatiana, avec la question de ton éditrice Manon, c'est est-ce qu'il a vraiment besoin d'exister,
Et est-ce qu'il sert à quelque chose de collectif aussi, au-delà de mon personnel? Merci pour vos mots. Je suis hyper touchée par tout ce qui est partagé là. C'est tellement, ah oui, tellement beau ce qui est touché là, ce concept effectivement de l'intime, mais l'intime qui prend finalement une place de plus en plus fine quand le livre sert vraiment quelque chose de plus grand. Et ce temps long du livre, c'est aussi ça, tout ce processus d'incubation. Et je pense, enfin moi, ça vient faire vraiment écho aussi avec ma propre histoire par rapport à l'écriture et au livre, mais c'est vraiment ce livre qui va sortir quand, oui, on a besoin de le sortir, mais pas que. Il sert quelque chose de plus grand, il accompagne un mouvement beaucoup plus large. Et, euh, et ça vient me ramener à cette citation de Christian Bobin qui dit « Écrire, c'est dessiner une porte sur un mur infranchissable et puis l'ouvrir ». Et j'ai cette sensation que le livre, justement, vient, même si on ne le cherche pas d'une certaine façon, vient ouvrir des portes chez ceux qui vont recevoir ce livre. Et en même temps, par l'acte d'offrir, de faire cette offrande, en fait, c'est vraiment, il y a quelque chose qui se détache du corps, tu l'as mentionné, Hélène, quelque chose qui sort du corps, il y a cette offrande, il y a une porte qui s'ouvre dans notre chemin d'âme aussi. Voilà, je voulais vous ouvrir sur cette question ouverte, cette citation en tout cas. Écrire, c'est dessiner une porte sur un mur infranchissable et puis l'ouvrir. Moi, je prends volontiers la parole parce qu'en plus, ça va me permettre de faire le lien avec ce qui me traversait aussi sur la fin du partage précédent. C'est la dimension du temps. J'ai l'impression que cette dimension du temps, quand on crée quelque chose, elle est hyper aléatoire en fait. En tout cas, moi, je remarque que le temps long, il se fait beaucoup en interne. Et puis, à partir du moment où c'est mûr, paf, ça sort un peu d'un coup. Et je suis plus des fois à avoir un peu ce manque de, enfin, me dire ah mais je suis pas légitime, j'ai pas pris assez de temps pour le faire, c'est pas possible, etc. Et en fait, j'ai réalisé que ça se fait énormément en interne. Et puis quand c'est prêt à éclore, ça jaillit en fait. Et ça me fait beaucoup penser à cette porte. C'est comme si au moment où je suis prête à dessiner cette porte, c'est que je sais qu'elle va s'ouvrir. En fait, c'est comme si le trait sur la porte, il faisait déjà le coup de ciseau, quoi. J'imagine la feuille de papier, c'est directement ça transperce et la porte s'ouvre. Donc je pense qu'il y a aussi beaucoup ça qui se fait, c'est au moment où je vais déposer ce trait, en fait, la porte, elle va s'ouvrir. Est-ce que je suis prête à ce qu'elle s'ouvre? D'où tout le travail qui a dû être fait en amont et en interne pour pouvoir pas maîtriser, parce que c'est absolument pas maîtrisable et je pense que c'est totalement guidé par plus grand, mais il y a quand même cette petite question. Ok, est-ce que je lâche les chevaux? Est-ce que je lance la flèche? Est-ce que je suis prête pour ça? Ou est-ce que je me sens assez en sécurité pour ça? Et hop. Donc il y a cette phrase elle résonne très fort aussi à ce niveau-là. Et c'est marrant, c'est pas ce que j'avais imaginé dire quand je me suis préparée pour les questions, mais là c'est vraiment ça qui sort comme une évidence. Le timing divin en fait. Quand c'est l'heure, c'est l'heure. Pour rebondir sur ce que tu dis, Zoé, pour moi, je trouve que la ligne est tellement mince entre avoir marché notre chemin, donc il y a un degré de maturation intérieure par rapport à notre sujet, à ce qui nous habite, à ce qu'on a envie de transmettre, on se rend disponible. Puis après ça, on lâche prise de ce qui va, ce qui a besoin d'être transmis. Donc, d'être en ouverture pour que justement, quand cette porte s'ouvre, qu'on soit pas dans le contrôle, puis d'être à l'aise avec se laisser surprendre par là où ça veut nous mener, parce qu'on grandit au fur et à mesure qu'on écrit aussi en même temps. Parce que sinon, j'ai comme l'impression qu'on écrit un livre qui est déjà écrit, tu sais, c'est de grandir avec. Comme les enfants, dans le fond, tu sais, on peut pas prévoir. On peut dire, OK, oui, tu sais, il y a comme une rencontre, puis après ça, on lâche prise, puis il y a quelque chose qui vient, mais la ligne est mince entre toute l'accumulation de savoir, peu importe d'où ça arrive, là, tu sais, l'inspiration, l'expérience, les idées, fait que c'est à tous les niveaux. Puis après ça, il y a comme un grand lâcher-prise pour
ne pas prévoir tout ce qui va se trouver derrière cette porte-là, parce que je pense que c'est là où ça nous amène beaucoup plus loin que ce qu'on aurait pu imaginer. Puis ça goûte tellement bon, ça fait tellement du bien. C'est comme, tu sais, on écrit pour toucher. Ben, en tout cas, pour moi, là, j'écris pour toucher au moins un cœur, mais je me dis, c'est comme le leg que j'ai envie d'offrir à mes enfants, à ma communauté, peu importe, mais j'ai envie de recevoir tout autant. Fait que recevoir dans le processus, parce que le processus d'écriture, en tout cas, c'est demandant. Faut que tu sois totalement présent. Puis je trouve qu'on reçoit beaucoup justement dans tout là où ça peut nous mener dans le beau comme dans le difficile. Moi, il y a des moments où dans le processus d'écriture, surtout de révision parfois, tu sais, de dire au secours, au secours dans quoi je me suis embarquée. Puis finalement, c'est là où il y a une autre porte qui s'ouvre. Tu sais, je pense que c'est une multitude de portes qui s'ouvrent pour en arriver à je suis plus la même, tu sais, une fois que le livre est sorti, parce que je l'ai marché, mon chemin. Fait que, c'est ça, que la ligne est mince entre... oui, il y a une image qui me vient en tête. Tu sais, on parle de cycle, tu sais, depuis tantôt, entre la jeune muse et la sage-femme, tu sais, la vieille sage-femme qui en a vu des saisons. Mais la ligne est tellement mince parce qu'après, on retombe dans ça, tu sais, fait qu'il y a comme cette harmonie entre la sagesse de l'expérience, puis en même temps, l'ouverture, la candeur. En tout cas, pour moi, ça m'a demandé ça, puis c'est ce à quoi je dis oui aussi pour que le processus soit vivant pour moi, là. Je sais pas si ça vous parle, mais... Moi, bon, déjà, quand tu as parlé de Christian Bobin, t'as directement te dire que moi, je suis en adoration, je crois. Mais en fait, ce qui m'a marqué, là, quand je vous écoute aussi, c'est le terme que l'on croit que cette porte est infranchissable. Et en fait, ce qui m'a beaucoup aidé, et là, c'est un peu un message que j'ai envie d'envoyer aux femmes, peut-être qui sont en processus d'écrire un livre, même si moi, il y a eu beaucoup de mise en page de photos plus que d'écriture, en fait, puisqu'en fait, ma matière principale, c'était la photographie. Ça a été... je pense que mon message, c'est de s'en remettre et de pas trop se questionner sur l'objet final au début et d'avancer pas à pas, parce que au tout début, je m'accrochais à cette idée, au titre, je crée, et puis j'ai eu des moments de pause en fait, où je n'y ai plus du tout touché, où j'ai laissé de côté, puis j'y suis revenue, et j'ai fait des allers-retours comme ça. Et voilà, je pense qu'en janvier, j'aurais pu me dire cette porte est vraiment infranchissable. Et si j'avais su ce qui m'attendait en financement participatif, de tous les efforts que j'allais devoir faire, de tout ce que ça allait me demander, même physiquement, puisque c'était arrivé au cuivre, enfin bon, voilà, toutes ces choses-là. Je pense que je suis pas sûre que je serais allée au bout. Enfin, je serais pas sûre que vraiment j'aurais tenu bon. Et c'est ça qui est beau, c'est que petit à petit, pas après pas, moi j'ai été beaucoup accompagnée par une amie qui connaît mon travail photo depuis longtemps, qui a fait toute la mise en page, et ça a été une ressource énorme que d'avoir ces feedbacks réguliers en fait, et de pouvoir parler avec elle. Et je me suis accrochée aussi au fait que c'était une œuvre collective, parce que par le fait que dans les photos, il y a énormément de femmes que vraiment il y a la présence de ces femmes dans ce livre, parce qu'elles sont là, parce qu'on voit leur visage, on voit leur corps. Ça m'a aussi permis de me dire je suis en train de dessiner la porte, et elle va pas être infranchissable, et petit à petit je la dessine jusqu'au moment où j'ai dû comme me rendre à l'évidence que ça y est, elle est dessinée, et maintenant faut l'ouvrir. Et ce qui a été assez fou, c'est que je pense que quand j'ai ouvert la porte, quand j'ai fini le financement participatif, quand j'ai reçu mes palettes de 500 livres chez moi, et que j'ai eu le livre dans les mains, ça a été assez dingue. En fait, c'est comme si j'ouvrais la porte et je m'attendais pas à ce qu'il y avait derrière cette porte. Et que ça m'a connectée à plein de choses dont j'avais pas conscience. Quand j'ai eu le livre, par exemple, dans mes mains,
j'ai réalisé que mon père écrivait des livres et éditait lui-même des livres, et j'avais pas pris conscience avant. Enfin, genre, c'était un peu lunaire. Donc, c'est comme si tout le chemin de dessiner la porte, un peu pour reprendre cette phrase, il y a beaucoup de choses inconscientes, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver, d'idées d'aller-retour, etc. Puis au moment où la porte s'ouvre, il y a aussi comme une révélation. En tout cas, moi, ça a été beaucoup mon parcours. Et puis, ouais, voilà. Voilà. Oui, du coup, je suis touchée par ce que tu partages, Hélène, et je pense à celles et ceux qui nous écoutent aussi. Et je vais prendre le contre-pied d'un peu ce que je partageais avant, parce que sinon on ne s'amuse pas, euh, pour, euh, pour, euh, pour rappeler aussi que, alors, il y a une dimension sacrée à l'écriture, mais ça doit rester aussi un plaisir, ça doit rester une joie, et ça ne doit pas être infranchissable. Parce que c'est important aussi de se donner cette autorisation. Donc oui, il y aura des épreuves, évidemment, mais je crois que le plus important, au-delà de toute cette question de à qui, comment, etc., c'est ce feu qui brûle en fait dans notre ventre, dans notre poitrine, et simplement l'honorer, que les choses restent simples aussi. Parce qu'on a beaucoup exprimé la difficulté, l'importance, l'exigence et tout ça, et ça peut être un peu décourageant finalement à écouter. Enfin, en tout cas pour ma part, de là où je place l'écriture. Mais voilà, il y a une dimension aussi hyper accessible et hyper importante dans l'autorisation. C'est ce que je nommais avec les biographies de fin de vie, mais de s'autoriser à répondre à ce feu. Parce qu'on le sait, quand l'écriture est notre respiration, ou est notre compagne, et que il y a ce dont on a parlé au podcast de ce matin, Tatiana, euh, quand ça vient de moi ou quand ça vient de Dieu. Et quand ça vient de plus grand, il y a quelque chose de persistant, de l'ordre de la persistance, qui fait que le moi, à un moment, il doit se plier, quoi. Il dit dire, ok, je vais faire le taf, je vais dessiner cette porte, parce que comme tu le nommais Manon, la voix dans le processus d'écriture, il y a beaucoup d'étapes très ennuyeuses. C'est pas du tout qu'une partie de plaisir. Limite, le plaisir, c'est quand on l'imagine, mais quand on y va, c'est vraiment ardu, quoi. C'est contraignant, c'est ardu. Mais si ce feu nous habite, euh, s'il y a, euh, s'il y a vraiment cette constance dans le désir, on est porté par quelque chose de plus grand. Et il ne s'agit plus de nous, pour revenir sur ce thème de l'intime. Si c'est quelque chose de persistant qui frappe à la porte, euh, eh bien, oui, ça va nous coûter de la sueur, ça va nous coûter des efforts, mais ça veut aussi naître. Et qui sommes-nous pour choisir la tête de l'enfant qui va naître, pour choisir qui va être son père, choisir ses frères. Enfin, en fait, on peut juste accueillir la graine et la laisser croître. Et arrêter de se croire à l'origine de cette naissance aussi. Et donc, je crois pour celles et ceux qui nous écoutent que l'important, c'est la persistance de l'appel. Et si l'appel persiste, de faire confiance que c'est quelque chose de plus grand, que c'est vraiment, que ça doit naître. Et peu importe sa forme, et peu importe si l'enfant naît handicapé, déformé, prématuré, le processus doit être vécu et nous apportera un endroit inattendu de nous-mêmes, de rencontre avec l'autre. Voilà, il y a quelque chose où il y a un abandon aussi à faire. Si ça persiste et si ça... Voilà, j'imagine des personnes qui peuvent écouter ce podcast et qui, depuis des années, il y a cette idée qui est là et qui est là et qui est là, alors quelque chose doit être entendu. Et il faut être simple là-dessus aussi. Juste l'entendre et lui donner vie. Et après, faire confiance qu'on est guidé dans les étapes et le processus, mais de pas perdre de vue la joie et la simplicité. Je te rejoins complètement, Amala, et j'adore cette idée de simplicité. Et je trouve que dans cette citation de Bobin, il y a ça, il y a l'infranchissable, donc ce qu'on croit être impossible avec peut-être notre perception qui est toujours un peu limitée. Et cette simplicité qu'il suffisait d'ouvrir une porte, il fallait y penser. Et c'est ce truc qui, moi, me plaît beaucoup de rendre l'impossible possible. Des fois, ça tient juste à ça, à de l'insouciance, à de la joie, à quelque chose d'un enfant en fait. Voilà, c'est toujours ça. Et l'autre chose que je voulais vous partager qui me fait rire parce qu'on parle de porte, j'avais posé l'oracle tout à l'heure sur la table
Et la carte qui est au-dessus, c'est entrer au cœur du silence. Voilà ce qu'on peut trouver derrière la porte. Merci, oui, petite anecdote là sur nos trois autres des épisodes avec Manon, Zoé et Amala qui ont tous touché à ce silence. D'une façon ou d'une autre, on a tous touché à cet endroit-là. J'ai envie de vous emmener là avant la clôture pour qu'on finisse là avec une question ici très concrète du coup vraiment, et j'ai envie de vous inviter justement, on est sur la question de la légèreté et du rire, vraiment une anecdote et un petit secret que vous auriez envie de partager sur comment concrètement vous avez fait pour mettre au monde ce livre avec la vie et tout le chaos qu'il y a autour. Particulièrement, par exemple, voilà, une anecdote que vous pourriez partager avec vos enfants ou avec votre activité que vous aviez en parallèle d'écrire un livre. Voilà, un petit secret que vous avez envie de partager sur comment mettre au monde un livre dans la vie et tout son chaos. Et je vais rebondir directement parce que ça, effectivement, ça nous concerne bien quand on est des enfants et qu'on écrit des livres. C'est une question brûlante, je crois. Eh bien, en fait, moi, pour le coup, je vous ai nommé tous ces livres qui n'avaient pas été publiés. Eh bien, mon premier livre publié, j'étais enceinte et j'ai terminé de l'écrire quand mon enfant avait 6 mois ou quelque chose comme ça. Parce qu'il y a quelque chose dans la maternité, on a beaucoup parlé de ce thème autour du livre, mais la maternité physique d'un enfant, pour le coup. En tout cas, mon expérience personnelle me mène vraiment à voir qu'il y a quelque chose de l'ordre de la mise en terre, justement. On n'a plus le temps de perdre son temps. Et donc, ce qui doit naître, naît, en fait. Il y a quelque chose de l'ordre d'une forme de radicalité ou de libération par rapport au monde ou au regard du monde. Et on sait qu'on est limité en temps, et donc on doit bien user ce temps. Donc moi, les maternités, les grossesses m'ont beaucoup aidée à mettre au monde des livres. Je pose le conseil là comme ça, ne faites pas des bébés à outrance pour autant. Mais il y a une forme d'urgence très saine qui m'a libérée de tout l'émotionnel inutile autour de ce processus et qui m'a fait dire ok, maintenant on y va. C'est fini, on arrête justement, pour revenir au système de l'autocentrisme, arrête de te poser 1000 questions, maintenant vas-y, honore ça et ton temps est limité, donc mets-le à profit. Donc ça, c'était très bénéfique. Merci à mes enfants. Enfin, en tout cas, mon premier qui m'a permis d'ouvrir cette voie de la publication, qui a été importante dans mon chemin. Et alors, un petit détail très concret qui m'a beaucoup aidée et qui peut en aider d'autres. Toujours dans cette notion d'efficacité quelque part, et c'est très stupide, j'ai plus du tout eu besoin de m'en servir par la suite, mais ça m'a beaucoup aidé pour le premier, parce que j'ai écrit beaucoup de livres illisibles avant de les publier, des romans mais impossibles. Alors mon prochain rêve, ce serait d'écrire un roman, d'y revenir, parce que je me suis mis une espèce de porte interdite justement là-dessus, mais ce serait mon prochain défi. Mais ce qui m'a beaucoup aidé, c'était un petit exercice très simple que m'avait conseillé une femme. Ça a été d'avoir une sorte de tableau, pour être hyper concrète, où j'inscrivais la date où j'écrivais et, alors chose complètement absurde, mais qui marche très très bien, et le nombre de mots que j'avais écrits. Et en fait, c'est vraiment un outil de créativité, et en fait d'avoir cette discipline et en tant que maman allaitante, etc., de voir, j'ai quand même réussi à écrire, je sais aucune idée de combien de mots, mais ça m'a donné une espèce de discipline nécessaire à l'élaboration du livre. Parce que dans le livre, on en a beaucoup parlé, mais il y a toute la période de maturation et tout ça est très intemporel. Et d'arriver dans une temporalité de la naissance très concrète, dans un accouchement, on sait exactement combien d'heures sont passées, en tout cas les personnes qui sont autour de nous le savent. Dans ce très concret processus de discipline dans le temps, ça m'a énormément aidé à justement mettre en terre, quoi, pour ne pas rester dans la dimension de la théorie ou du concept. Et voilà, en fait, d'avoir mon petit tableau où je voyais cette progression, ça m'a, dans les périodes de doute, de fatigue, d'épuisement, je me disais, tiens, juste j'écris quelques centaines de mots et
voilà, c'est un petit rituel très concret qui se perd au fur et à mesure des livres parce qu'il y a plus d'expérience sur la longueur des livres où le temps est consacré, mais qui m'a permis de vraiment passer du stade de livres dans mes tiroirs à publication. J'ai envie de rebondir sur les deux choses que tu as dites, Tamala. Je n'ai pas d'enfant, donc je peux pas rejoindre sur la maternité. En revanche, ce qui est similaire, c'est la libération des contingences matérielles. Chacun de mes livres, j'ai eu une bonne occasion que la vie m'a donnée. Entre un confinement, un déménagement, un voyage entre deux eaux où je savais pas du tout quelle était la suite de ma vie. C'est comme si chaque livre venait d'une sorte de table rase et hop, bah vas-y, écris là maintenant. Et le dernier recueil de poèmes, c'est pareil. Suite à une grosse chute, je peux pas travailler. Bon, bah, je vais enfin écrire ce qui était déjà là depuis tout ce temps. Donc je voulais abonder en ton sens pour cette partie-là. Et je rejoins aussi sur l'importance de, justement, pour descendre dans la matière de livre, de rendre ça matériel, parce que souvent on va écrire sur un ordinateur et on se rend pas compte. Donc ça peut être de rendre concret par le compte de mots, comme tu disais, Amala. Moi, pour certains livres, ça a été de repasser au papier, de m'imprimer des choses, de choisir des couleurs, des textures, des matières, de rendre la chose visuelle dans mon environnement. Et ça aide finalement à se rendre disponible, à concrétiser. Effectivement, c'est différent pour chaque livre, et puis peut-être qu'on en a de moins en moins besoin. Mais on va trouver des moyens créatifs de rendre la chose concrète, tangible, et se dire, ok, je ne suis pas en train de rien faire, parce que quand il y a les doutes qui surgissent, j'ai fait quoi? J'ai été m'enfermer dans la chambre à soi pendant tout ce temps, ok. Et ça nourrit cette confiance de le rendre soit visuel, si on est visuel, ou matériel, ou concret, comme quelque chose auquel on peut s'accrocher quand on sent qu'on prend l'eau, la planche. Je veux bien rebondir. Moi, j'ai plutôt... alors, la maternité, tout ça, ça me parle très fort. Mais je crois que moi, ce qui m'a le plus aidé dans ma vie à aboutir des projets, d'ailleurs, quels qu'ils soient, que ce soit des gros projets comme ça ou autre chose, c'est plutôt la mort. C'est vraiment le fait d'avoir été confrontée assez jeune à la mort dans ma vie, et du coup, au fait de me dire, en fait, vas-y, parce que de toute façon, on va tous au même endroit, et vas-y, quoi, autorise-toi et ne te limite pas parce que voilà, il y a ça, et que du coup, tu ne sais pas combien de temps tu vas vivre, donc si tu as une idée, une envie de création, lance-toi, quoi. Ça a été la première chose. Et la deuxième chose qui m'a énormément aidée, moi, pour le coup, c'est d'avoir ces feedbacks dont je vous parlais d'une amie qui connaissait bien mon travail. Donc, si je peux vous donner des conseils à ceux et celles qui sont en train d'être dans ce processus, c'est de choisir bien potentiellement une personne vraiment, en tout cas quelqu'un vraiment de confiance qui connaît déjà potentiellement ce que vous faites. Donc de prendre le temps de bien choisir, de pas demander à trop de monde, de pas avoir trop de retours, mais d'avoir comme ça peut-être une compagne ou un compagnon d'engagement d'écriture, de création. Moi, avec Laura Sévry, celle qui a fait toute la mise en page, on s'est fait des sessions, des sortes de mini-résidences pendant 3 jours ensemble, où on imprimait les petites photos, on mettait tout par terre et on se disait, ok, alors là, tu vois quelle saison, dans quelle photo. Et où on a fait comme ça des passages de discussion, de réflexion, et ça m'a vraiment beaucoup aidée parce que donc j'étais engagée par rapport à elle. Et donc, quand on s'engage par rapport à quelqu'un, par rapport à un autre être humain, il y a un côté où il y a un moment donné, il faut qu'il y ait une date limite. Il y a un moment donné, il faut y aller parce que on avance ensemble. Donc ça m'a beaucoup aidée, et je vois que par exemple sur le projet que je suis en train de faire de vidéo, j'ai pas cette compagne, et donc en fait je vois que ça commence à s'étirer dans le temps entre l'idée et la concrétisation, et je sens qu'il y a un peu de procrastination, de moments qui se repoussent, et qu'il y a un moment donné, il va falloir que je me dise, là, faut y aller, là. Donc, je commence à m'engager auprès notamment d'une amie, où je me dis, viens me voir dans quelques mois et dis-moi où j'en suis de ce projet, voilà. Ouais, tout ça, bien s'entourer, se rappeler que la vie est courte, aller à l'essentiel. Ouais, je crois que c'est un peu l'essentiel de ce que je voulais dire, et pour finir sur une anecdote, quelque chose qui m'a aussi beaucoup aidée.
qui est aussi le fait d'intégrer des personnes à mon projet. C'est que, comme je vous ai dit, il y a beaucoup de femmes dans ce livre. Je pense qu'il y a à peu près une trentaine de femmes. Et donc, j'ai dû envoyer des demandes d'autorisation d'images, etc. Donc là, je vais parler plutôt aux photographes, aux artistes. Et en fait, le fait de recevoir des « oui, le projet est super, vas-y Hélène, on est grave avec toi, c'est génial, etc. » Ça m'a donné une énergie folle. Et surtout, il y avait de nouveau cet engagement envers d'autres. Donc, j'étais dans le processus. Il fallait que je dessine jusqu'au bout cette porte et que le projet aille jusqu'au bout et qu'on ouvre ensemble, tout ensemble, cette porte. Donc, ça a été super beau et très, très soutenant de voir à quel point les femmes qui sont aussi présentes ont pu me soutenir dans l'invisible, mais voilà, concrètement aussi. Moi, l'anecdote qui me venait, c'est un clin d'œil en fait à ce qui s'est passé dans l'épisode qu'on a enregistré hier. C'est vraiment ce truc aussi de quand c'est mûr, puis quand c'est pas mûr, c'est pas mûr. Ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois que j'ai ce deuxième livre de Bibo et Jaya qui vont à la rencontre de Hawaï, où j'ai l'information de l'histoire qui était présente, mais j'arrivais pas à vraiment la mettre dans la matière. Et il y avait une résistance à quelque part, alors je me suis dit je procrastine, ça, toutes ces petites voix qui commencent à s'en mêler là-dedans. Et en même temps, ce que je réalisais, c'est que de toute façon, moi, j'arrive pas à mettre dans la matière, enfin, ce processus de mise en matière, je dois le vivre à l'intérieur de moi. Et puis, si l'idée, elle est encore que là-haut, mais que je l'ai pas vraiment senti me traverser, je peux pas la mettre dans la matière. Je suis pas assez alignée pour, ça sort pas assez du cœur. Ça va sortir trop de la voix de l'ego si il faut faire, t'avais dit que tu le ferais ensuite, etc. Et donc voilà, donc j'essayais quand même de lâcher tout en me disant j'aimerais quand même l'avancer, blablabli. Et puis c'est hier où en fait on a touché sans que je m'en rende compte, sans que ça soit prévu bien sûr, le thème que j'aimerais aborder dans dans le livre d'Hawaï, qui est la dimension du silence. Et c'était énorme en fait de pouvoir réaliser ça aujourd'hui même, que waouh, en fait ce qui me manque, et ça me crée plein d'émotions, ce qui me manquait pour pouvoir vraiment aller accoucher de ce livre, c'était ce passage qu'on a vécu hier ensemble à travers ce podcast Tatiana, et c'est hyper puissant. Donc j'ai tout maintenant, mais je dois filer chercher mon fils à la crèche qui est en vacances pendant 3 semaines avec moi. Donc comment est-ce que ça va se passer pour que je puisse le mettre au monde alors que là j'ai tout qui frétille pour y aller. Enfin, je pense que ça va être de nouveau voilà, fais confiance, ça se fera comme ça se fera au moment juste, peut-être pendant les vacances, peut-être après. Mais d'avoir touché à ce truc qui résistait, c'était vraiment un cadeau. Je rajoute juste une toute petite chose sur ce que tu viens de nommer, Zoé, c'est que il y a vraiment, quand c'est mûr, comme tu le dis, pour rester dans la terminologie des légumes, quand c'est mûr, il y a vraiment, j'en parlais avec une amie qui était, voilà, admirative de ce que je pouvais créer en étant maman, parce qu'on sait qu'on a beaucoup moins de temps. Mais en fait, quand c'est mûr, ou en tout cas quand on est en lien avec cette source, Dieu, cette évidence, etc., il y a une dimension temporelle qui change, et très étrangement. Et le temps s'agrandit littéralement. On rentre dans un autre espace-temps. Très, très étonnant et impossible à expliquer. Mais c'est vraiment le temps Kairos, le temps de la transcendance. Et donc, j'ai aucun doute, Zoé, que ce temps, il va s'étirer. Parce que c'est vraiment ça, quand ça doit naître, eh bien, le temps n'est plus le temps linéaire du monde extérieur, et ça peut, comme tu le nommais, jaillir, ou en tout cas venir comme ça doit venir, mais il y a vraiment, et ça c'est un peu le mystère de l'écrivain qui est délicieux, c'est cette temporalité qui se modifie, et très littéralement, parce que c'est une autre réalité, quoi, qui s'installe. Complètement d'accord avec toi. Pour ma part, étant donné que j'avais signé le contrat avec la maison d'édition, puis là, c'était le temps d'écrire le livre, il était pas écrit. Ça a été comme, oh mon Dieu, ok, là, c'est vrai.
Alors, pour moi, le truc qui a vraiment fait toute la différence, c'est de fragmenter en petits morceaux assez doux pour pouvoir retrouver mon fil, un peu comme un fil où on enfile des perles, tu sais. Alors, ça a pris la forme dans la matière. Je pense qu'il y en a, tu sais, vous en avez toutes parlé. Euh, j'ai pris des petites cartes, puis là, je me suis assise et je me suis dit, OK, tu crois en quoi, Manon? Qu'est-ce qui est important? Puis, dans mon livre, il y a, tu sais, les partages personnels, il y a aussi, c'est un peu, c'est assis sur quoi? Sur la science, puis un espace de création, tu sais, pour amener ça dans la matière. Fait que ça, c'était très clair pour moi. Fait que j'ai segmenté mes petites cartes avec des petits codes de couleurs comme ça. Fait qu'il y avait chacun leur petit code de couleurs. Fait que j'avais mis tout ça j'avais ma petite boîte. Puis, je me suis rendu compte que j'étais devant mon ordinateur, dans mon atelier, et j'étais incapable d'écrire. Alors, je me suis dit, OK, vous avez parlé de simplicité tantôt. Je me suis dit, OK, je m'en fous, j'ai le plus beau atelier que je peux pas rêver pour moi, mais je suis pas capable d'écrire ici. C'est pas grave. J'ai mon gros ordinateur, je prends une petite table, je l'installe dans le salon, face à la fenêtre, face à un grand arbre, en plein cœur de ma maison. Puis, c'est ici que je vais écrire. J'avais ma petite boîte, mon gros ordinateur et rien d'autre. Puis, j'écrivais de 5 heures du matin à 8 heures, là, quand les enfants commençaient à se lever. Fait que c'était le temps dont j'avais. Fait que ça, puis pour moi, là, c'était savoureux. Je prenais une petite carte, je me disais, OK, on écrit à propos de ça. Je jouais le jeu avec la vie, de dire, OK, la vie, guide-moi maintenant. Là, tu sais, j'ai fait mon bout de chemin maintenant, un peu comme un oracle, finalement. Ah, OK, on écrit à propos de ça. Brrr. Puis, en fait, ça m'a amené à chercher un logiciel qui pouvait grandir avec moi, qui amenait ce système de cartes-là de façon malléable dans la matière. Fait que ça s'appelle Scrivener. Scrivener. Là, je le regarde sur mon ordinateur. Puis ça me permettait d'écrire sur un sujet, puis de le bouger, tu sais, de pouvoir faire ce que je voulais après. Puis après ça, tu peux tout le télécharger, puis c'était fantastique. Fait que ça, pour moi, ça a changé toute mon expérience, tu sais, de l'amener en petites parcelles, puis d'avancer. Puis à la toute fin du processus, on était, c'est à nouveau l'été, puis les enfants étaient avec moi. Fallait que je révise le livre. Puis, fait que je me suis installée dehors. J'avais pas d'ordinateur portable, tu sais, mon gros ordinateur encore, avec une table. J'avais installé les enfants, tu sais, de manière sécuritaire. Tu sais, je veux dire, ils étaient pas si petits, là, mais ils jouaient autour de moi pendant que maman était en maillot de bain, en train de réviser ses textes. Puis, eux autres, ils avaient du plaisir. Tu sais, c'était de pouvoir rendre ça cohérent. De pouvoir rendre cet accouchement-là cohérent avec ce qui est important pour moi, c'est-à-dire ma famille. Alors, ça pour l'anecdote. Puis j'ai des photos. J'ai dit, OK, je prends des photos de ça, je vais m'en rappeler toute ma vie, tu sais, de ce moment-là, en pleine canicule, dehors, avoir chaud, mais à me dire, c'est ma vie, tu sais, je suis là, je suis pleinement là. Fait que ça, je disais, genre, j'insuffle ça dans mon livre, cette énergie-là. Alors voilà. Merci infiniment pour tous vos partages. J'ai vraiment, je crois que c'est toi qui utilisais cette expression, Manon, mais c'est vraiment comme un bonbon pour mon cœur, pour mon âme, cet espace et tout ce qui a été partagé. C'est tellement riche, à la fois d'un côté hyper concret. J'adore ramener aussi quelque chose vraiment dans la terre, dans la matière, et en même temps, vraiment, on est parti dans des partages tellement profonds, tellement puissants, tellement connectés à plus grand. Et voilà, j'adore comment tout s'est orchestré entre chacune d'entre vous. C'était vraiment très, très, très beau. Donc, je suis très, très honorée de cet espace-là. Et je pense que celles et ceux qui nous écouteront pourront recevoir en plein cœur toute cette richesse. Et j'ai juste envie de vous proposer à chacune de dire juste un mot ou une phrase ou une citation que vous avez envie de crier, de hurler là ou de murmurer au micro avant de fermer cet espace. Un essentiel qui vous vient là.
La beauté nous sauvera. Éclosion. Juste merci. Au-delà de ce qu'on crée, c'est qui on devient pendant qu'on crée, qui est pour moi le plus important. Ora et labora, de Saint Benoît, prie et travaille. Merci infiniment pour vos présences.